On n'est pas sur une école qui dirait aux élèves tous capables de créer, tous capables de réfléchir, tous capables de comprendre, tous capables de penser. On n'est pas sur une école comme ça. On est sur une école qui fait le partage dans la société entre les gens qui vont exécuter, qui sont des exécutants, qui vont faire ce qu'on leur demande de faire et comment on leur demande de faire. Et puis, des gens qui pensent, on a une société hiérarchisée, et l'école fabrique des compétences hiérarchisées. En bas, on apprend par cœur. On répète, on répète, on répète. C'est pour ça que Secret d'école est un ouvrage un peu particulier, parce qu'on y parle d'école, mais on voit bien que ça déborde très largement sur la société et la manière dont on peut former des adultes émancipés. Bonjour, je m'appelle Laurent Laprie et je suis professeur de lycée et formateur. Je m'appelle Michel Breut, je suis psychologue de l'éducation, formateur en formation continue des enseignants et désormais retraité. Troisième épisode du podcast Secret d'école. Troisième épisode sur une série de 5 pour présenter des analyses, des réflexions sur l'état des lieux de l'apprentissage en 2026 en France. Fort de plusieurs décennies de pratique auprès des élèves et des professeurs, Michel Breut a édité chez l'Harmattan un livre intitulé Secret d'école qui raconte ses expériences menées en classe pour renouer avec le plaisir d'apprendre. Deux catégories d'élèves, aux yeux de Michel Breut, se dessinent clairement en milieu scolaire. Les chercheurs fabricants de réponses, des élèves qui prennent plaisir à résoudre les problèmes posés, et les écouteurs de réponses, demandeurs d'aide, à qui le temps manque pour développer ce plaisir d'apprendre en étant notamment créatifs. Nous entendrons le témoignage de Mathieu, qui au fond de la classe pendant toute sa scolarité, a fini par trouver un travail dans une mairie au service communication, dans lequel il excelle dans la création. Si tout le monde est capable d'apprendre dans la vie courante, pourquoi dans le contexte de l'école observe-t-on des décrocheurs ? Quel est leur profil ? Les élèves qui sont en échec, en fait, ont inhibé leur activité, on va dire leur activité réflexive, ont mis de côté tout ce qui pouvait les mettre en danger, en insécurité. C'est l'expérience scolaire qui fabrique le décrochage. C'est-à-dire que l'élève décrocheur, il est décrocheur parce qu'il a besoin de fuir, il n'est plus en sécurité. L'école lui apporte une forme de souffrance. C'est-à-dire qu'on peut imaginer l'élève qui reçoit quotidiennement des reproches ou des évaluations qui seraient négatives. Il a deux solutions qui s'offrent à lui, c'est soit il fuit l'école, donc c'est le fameux décrochage scolaire, c'est-à-dire je me sors de cette situation qui est insupportable, ou alors lié aux contraintes familiales et on va dire à l'effort scolaire aussi, puisque maintenant on a des groupes de prévention du décrochage scolaire, c'est-à-dire que les élèves qui souhaitent quitter, on les empêche de quitter, on les retient de force. Je trouve ça d'une grande violence. Et donc celui qui reste, il est obligé de rester, il est obligé de se soumettre, et il est obligé de s'éteindre d'une certaine manière. Voilà, il est obligé de s'oublier. Et donc on a ça en classe, on a des élèves qui sont éteints, qui sont décrochés cognitivement. Oui, c'est ça, ouais. Ils sont en décrochage cognitif. Ils sont en décrochage cognitif, ils sont présents, mais ils sont absents. Donc ça, on en a un certain nombre en classe. Je crois que, je veux utiliser ce mot-là, je crois que ça peut se réparer, ça. Moi, il a pu m'arriver de laisser des élèves face à une tâche, les élèves qui typiquement étaient écouteurs de réponse, demandeurs d'aide, comme on les a qualifiés. Donc dans le refus de se mettre en activité, j'ai le souvenir d'une élève un vendredi après-midi que j'avais, exemple que j'ai l'habitude de citer, mais que j'avais laissé face à son travail, face à sa feuille, en lui disant écoute, tu resteras face à cette feuille jusqu'à la fin de l'année, parce que moi j'ai préparé ce travail pour toi, je sais que tu peux y arriver, tu es en capacité de réussir ce que je te demande de faire, et donc la seule proposition que je peux te faire, c'est de réussir, c'est d'y arriver, et y compris si on passe le reste de l'année sur la feuille. Chose que j'aurais pas fait évidemment, mais j'étais suffisamment convaincant pour qu'au bout de peut-être 1 heure
Après avoir vécu tous les comportements habituels de refus de mise au travail, dormir sur la table, discuter, souffler, exprimer son désaccord, etc. Mais au bout d'un temps long, elle s'y est collée. Moi, je croisais les doigts pour qu'elle réussisse. Voilà. Et elle a réussi. Et donc, c'est un petit pas vers cette réparation, en fait. C'est un petit pas vers accepter qu'on est capable, qu'on peut se remettre en activité. Voilà. Donc, on parlait de ces élèves décrocheurs. Il y en a qui fuient, il y en a qui restent. Et pour rester, il faut une sacrée capacité de soumission. Parce que ça veut dire que l'élève, il doit se lever le matin, sachant qu'il va rencontrer des situations désagréables, sachant qu'il va pas connaître de progrès certainement de lui-même, il va certainement s'enfoncer. Au bout d'un moment, oui, il y a soit de la violence qui va s'exprimer, soit une inhibition complète. Il n'y a pas 36 solutions. Voilà. Et sinon, la fuite du système. Dans l'exemple que je donnais, j'avais ce temps parce qu'en fait il s'agissait d'élèves qui étaient en CAP. Et en CAP, on a des volumes horaires assez classiques et on a un programme sur 2 ans qui est assez réduit. Donc finalement, ça nous laisse une grande latitude. Donc si on veut prendre ce temps-là, on peut le prendre. Ça suffit pas. Ça suffit pas. J'ai assisté à des séances de travaux pratiques en électricité, en CAP, et où les élèves, ils ont 3 heures devant eux pour faire un montage. Ce qui se passe, c'est qu'il y en a 2 qui le font, et les autres viennent regarder leurs camarades en disant « Où est-ce que tu mets le vert jaune? Où est-ce que tu mets le bleu? Où est-ce que tu mets le rouge? Tu le mets là? Ah d'accord, oui, je vois. Ah oui. » En réalité, ils vont copier. Ils ont tellement l'habitude de copier qu'il faut qu'ils fassent un travail de prise de conscience. Ça suffira pas de leur donner. Là, ils avaient le temps. Tous avaient le temps. Ils avaient 3 heures devant eux pour faire cette séance de travaux pratiques. Mais ils ont tellement l'habitude de faire autrement qu'ils n'imaginent même pas faire autre chose que d'aller copier. Donc le professeur a besoin de leur enseigner, c'est-à-dire, en fait là on est sur le secret. Le secret c'est, tu n'y arriveras pas si tu te mets pas au boulot, confronté au problème, t'as pas à regarder la solution, t'as pas à demander d'aide, bosse, mon petit, bosse. Mets-toi devant le problème et vas-y. Moi, je sais, en tant que prof, que tu peux y arriver. C'est ce que disait Laurent tout de suite. Si le professeur ne fait pas ça, n'a pas conscience qu'en réalité, il y a une façon d'apprendre qui n'est pas enseignée par l'institution. Je parlais de l'activité assistée tout à l'heure, qui est mise dans la loi. L'activité assistée, ça ne permet pas d'apprendre. Ça permet de reproduire et de copier, c'est tout. Mais pourtant, l'institution promeut cette démarche. Alors après, pourquoi elle le fait? Pourquoi cette chose évidente, mais regardons les bons réussir? Ils cherchent et ils trouvent. Ils cherchent et ils fabriquent. Et les autres, ah ben non. Ils croisent les bras, ils mettent la tête sur la table, ils demandent de l'aide à moi, si j'ai pas d'aide, ça marche pas. Mais pourquoi on accepte ça? J'ai pas de réponse à cet aspect-là. Le professeur se dit pas, ça colle pas. Faut pas aider. Le système éducatif, il est assez performatif, c'est-à-dire qu'il cherche à ce que les élèves obtiennent les meilleures notes possibles. Et dans cette obtention de bonnes notes, de manière classique, donc pour évaluer un élève, on va évaluer ce qu'il sait dire. Et dans beaucoup de disciplines et dans beaucoup de pratiques, on va demander aux élèves de mémoriser, c'est-à-dire que finalement, on va venir vérifier que l'élève sait dire sait dire comme le prof, on va dire. Moi, j'appelle ça, j'avais trouvé ça dans un article, j'appelle ça le savoir achevé. C'est-à-dire que si je suis prof d'histoire, j'ai un savoir achevé que je vais livrer à mes élèves et j'attends qu'ils le répètent. Et je vérifierai comme ça qu'ils ont acquis ce savoir achevé. Sauf qu'en fait, réellement, le savoir est achevé quand il s'est construit et quand on l'a compris. Voilà. Et notre système éducatif, il est bien trop hésitant là-dessus. C'est-à-dire que là, on devrait dire, mais stop, il faut arrêter.
j'ai toujours été un élève du fond de la classe un peu. J'étais toujours dans ma bulle. J'ai pas eu au début des profs qui acceptaient trop ça. Donc pas tous, mais quand même une bonne partie. Et du coup, ça m'a fait un peu décrocher. Arrivé au lycée, j'ai choisi d'être en commerce parce que je savais pas où aller. Et parce que je voulais faire un métier proche des gens. Et en fait, au début, ça me plaisait. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire. J'ai commencé à décrocher petit à petit. Voilà. Ça faisait quand même sens de venir au collège à l'époque, tu te rappelles ça ? Pourquoi tu venais au collège ? Parce que j'avais pas le choix. Le collège, c'était moins marqué quand même. Donc je sentais que j'étais un peu dans mon coin, mais j'y allais quand même parce que je voulais avoir mon brevet et tout. Au lycée, ça m'a vraiment mis un coup où je me suis senti seul parce que dans ma classe, j'avais pas beaucoup d'affinité avec les autres. Et du coup, ça m'a aussi renfermé un peu sur moi. Et après, j'ai arrêté pendant 1 an. Je savais pas quoi faire. L'estime de soi, elle était compliquée à ce moment-là. J'en ai voulu à vous, à mes anciens profs, d'en être là où j'en étais, mais en fait, c'était pas du tout votre faute, c'était moi qui aimais pas ce que je faisais. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais j'ai passé une bonne année où je faisais rien, j'avais pas... L'estime de soi, elle est pas folle, on sait pas quoi faire, on est perdu, et c'est un peu compliqué de se retrouver seul là-dedans. Du coup, ouais, c'était un peu compliqué. T'as dit... que t'en as voulu aux profs, mais que c'était pas leur faute. Et si jamais, moi je te dis, peut-être c'était leur faute. Qu'est-ce que t'en penses ? Je te le dis pour de vrai. C'est possible parce que il y a un moment où je me sentais... Après, c'était par mes actes aussi, hein. Mais il y a un moment où je me sentais attaqué parce que du coup, je venais... fin première, je venais qu'au contrôle quasiment. Donc à chaque fois que je venais, je me prenais une cartouche, ce qui est normal. Mais du coup, il y a un moment où moi, j'aimais pas ça et je me sens... Il y a certains profs qui ont été plus durs que d'autres, que ce soit au collège, au lycée ou n'importe où, mais et il y en a certains qui m'ont fait perdre un peu confiance en moi, mais je peux pas en faire une généralité. Aujourd'hui, tu prends ton plaisir dans la création. Ouais. Est-ce qu'il y a de la coopération là ? Ouais. Il y a des jours c'est compliqué comme dans tout ce qu'on veut faire dans notre vie. Là, à la base, et encore maintenant, avec mon meilleur pote, du coup, on prend nos appareils photo et... On cherche un endroit et puis il y a des jours où on trouve pas d'endroit et on déprime, on est là, il y a personne dans la rue, qu'est-ce qu'on va prendre en photo ? Mais il y a quand même un truc, c'est une passion qui nous lie. Donc on a envie de s'entraider, on a envie de découvrir ce que fait l'autre. Lui, il est plus spécialisé dans un truc, moi un peu plus dans un autre. Et en général, quand c'est comme ça, souvent on peut s'intéresser à la spécialité de l'autre pour élargir son champ de compétences à nous. Mon fils est en 4e, il a le matin quand il a histoire géo dans la journée, il révise sa leçon. Le professeur d'histoire géo lui demande de connaître la leçon par cœur et il interroge les élèves pour qu'ils récitent ça. M'est venue l'idée que j'ai pas mis en œuvre, mais de lui demander s'il pouvait me réciter sa leçon du mois de septembre, puisqu'on est en décembre. Voilà, on connaît à peu près le résultat, c'est ce que je dis souvent à mes élèves. Si je vous demande ce que vous avez appris en 5e en histoire géo, je vous donne une feuille, il n'y aura rien sur la feuille. Il n'y aura rien sur la feuille. Donc on peut s'interroger sur tout ce temps passé. À quoi a servi tout ce temps passé par les élèves dans la classe ? C'était ce qu'on disait quand on observe les élèves. Qu'ont-ils fait en classe ? Sinon, écouter, recopier, pour répéter plus tard. Mais dans quel but répéter ? Répéter pour obtenir une note. Pas répéter pour grandir, pour apprendre, pour progresser. Pour obtenir une note correcte. On parlait d'adultes plus tard assistés, c'est les adultes qui ne pourront que répéter. Donc dans la société, ce sera la même chose, c'est-à-dire on donnera une information, ils auront une discussion, ils ne pourront que répéter ce qui leur paraît venir d'une autorité supérieure. On revient sur de la croyance, on est à la limite du religieux. C'est la question de la transmission. C'est un sujet qui date un peu. Il a été très clarifié depuis un siècle. Il y a les auteurs classiques des courants pédagogiques qui sont connus comme Freinet, Montessori, etc., qui se sont rendus compte à leur manière qu'il fallait qu'il y ait bien une activité de l'élève pour qu'il se passe quelque chose. Et puis on a des travaux un peu plus scientifiques. On a Piaget qui, avec la psychologie expérimentale, se rend compte qu'il n'y a pas de connaissance sans construction. On lui parle de structuration. Donc d'un point de vue scientifique, en fait, les choses sont là.
On reste dans des pratiques datées, dans des pratiques spontanées, mais parce que, en fait, le métier de prof nécessite de dépasser cette simplicité qui serait de dire, tiens, je te donne ce que tu dois savoir, tu me le répètes. Voilà, ça c'est très simple à faire. Voilà, je peux afficher un diaporama, moi, dans ma classe, demander à mes élèves de noter ça, demander à mes élèves d'apprendre ça par cœur, et à l'évaluation, ceux qui auront fait l'effort de mémorisation auront une bonne note. Ça, c'est une école qui est facile à mettre en place, c'est très simple. Et c'est celle aussi qui dysfonctionne. Ah ben évidemment. C'est ça la difficulté, c'est que apprendre par cœur, c'est adapté à certaines situations, mais apprendre par cœur quelque chose n'est pas forcément savoir. Je peux reproduire, c'est ce que racontent les élèves dans le livre, c'est ce que raconte Lucas, c'est qu'il sait comment dérouler une solution de problème, il sait, mais il suffit que le professeur fasse une petite modification d'indices, d'indications, de chiffres, etc., de nombres, de mots, une toute petite modification et il ne sait plus. Parce que lui, il peut dérouler la procédure. En fait, on confond savoir et apprendre avec l'application de la procédure. C'est ce que disait Laurent tout de suite. Et ça, c'est fondé sur le fait du premier secret. Le premier secret, c'est qu'est-ce que c'est qu'apprendre ? Et si moi, je suis là pour leur enseigner, c'est-à-dire pour leur faire apprendre, mais si je ne sais pas comment on apprend, oh, c'est pas grave, on peut apprendre par cœur, on peut apprendre comme ça. Non. D'abord, le professeur met en place 2 activités dans la classe. Il y en a certains qui vont apprendre en fabriquant la réponse. Et d'autres qui vont apprendre en demandant de l'aide et en ayant l'explication. Ah bon ? Les 2 permettent d'apprendre et de comprendre ? Ah bon ? Mais en contrôle, comment fait le prof ? Ah, il dit non, là, c'est tout seul maintenant. Donc, il a bien conscience que tu sais, lorsque tu es tout seul face à une tâche, en contrôle donc, et que tu vas produire la réponse au problème qu'il pose. Et non pas en demandant de l'aide, en demandant des explications. Donc il y a quand même une conscience de, je sais quand je suis capable de résoudre un problème différent de celui que j'ai eu en classe, que je suis capable d'adapter, que j'ai construit quelque chose en moi pour pouvoir trouver la solution au problème que tu me donnes et qui est un problème nouveau, évidemment. Sans ça, je ne sais pas. Le contrat, il est là. Apprends par cœur, t'as une bonne note. Même si à l'école, je sais pas ce que je viens faire, je comprends pas grand-chose, je peux être performant. C'est quasiment donné à tout le monde si les conditions à la maison pour apprendre par cœur sont réunies. Voilà. Et de ce système-là, ça m'évoquait quelque chose. De ce système-là, le terme de bienveillance qu'on entend souvent, en fait, il est très sournois. Je le lis différemment. Moi, je considère que notre institution nous demande, nous profs, d'être bienveillants. Parce que je crois que quand une grande partie des élèves quittent le système éducatif, ils ont un arrière-goût un peu amer. Et que le fait d'avoir eu affaire à des adultes qui étaient bienveillants, donc qui étaient gentils, maintient aussi une forme de paix par rapport à ça. C'est-à-dire que je me dis que ces élèves qui ont traversé le système scolaire, tous les matins se sont levés, ont vécu l'échec répété, ont vécu une forme de souffrance, parfois d'humiliation, etc. Quand ils sortent du système, qui est responsable de ça ? Qui sont les coupables ? Ils se retournent et en fait, ils regardent des profs qui ont été gentils. Donc ils se disent, c'est pas leur faute. Voilà, c'est pas la faute des profs, ils étaient plutôt gentils. Ou alors ils et vont moi, trouver, j'étais pas capable. Voilà, et moi, j'étais pas capable. C'est moi qui n'ai pas de talent, c'est moi qui suis nul. On maintient ça, pas questionner les choses, ça aussi. La bienveillance, moi, je trouve ça terrible. La bienveillance, je crois que c'est un philosophe, c'est Spinoza qui dit que la bienveillance, c'est vouloir faire du bien à celui qui nous fait pitié. Je pars du principe que les élèves ne me font pas pitié. Donc j'ai pas besoin d'être bienveillant. Voilà. Fin du 3e épisode d'une série de 5 du podcast autour du livre Secret d'école. Michel Breut, l'auteur, et Laurent Laprie, professeur, nous parleront dans le 4e épisode des fameux secrets évoqués dans le titre. Des tabous, des non-dits, des secrets. Michel Breut a observé durant des décennies l'évolution de l'apprentissage à l'école, cette école qui aujourd'hui, pour ceux qu'il nomme les écouteurs de réponse demandeurs d'aide, pousse à l'attente, à la soumission et au besoin de combler le manque de créativité, nous l'entendrons par la consommation. Secret d'école, un podcast réalisé par Jean-Christophe Cabu et l'association Sédition.fr, musique d'Alexandre Berne,
Secret d'école est un livre de Michel Breut, édité chez L'Harmattan dans la collection Enfance, Éducation et Société, à commander chez votre libraire ou sur le site édition-harmattan.fr.